Enchanté, ravi d'être là. Bonjour. Hormis pour les docteurs juniors, la possibilité de réaliser du temps de travail additionnel ne sera pas ouverte aux internes. La limite restera fixée à 48 heures par semaine, qui est le maximum autorisé par la réglementation européenne, je ne peux pas être plus clair. Les conditions de travail et d'études reposent également sur les choix des terrains de stage qui permettent de construire son futur exercice professionnel. La réforme du 3e cycle des études de médecine a largement ouvert la possibilité de réaliser des stages dans l'ensemble des structures où s'exerce aujourd'hui la médecine. Cabinets de ville, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, hôpitaux de proximité. Autant de lieux d'exercice qui permettent aux internes de se former aux spécificités de l'exercice de la médecine de proximité, y compris dans les zones à faible densité médicale. La loi Ma Santé 2022 de juillet dernier a d'ailleurs introduit l'obligation pour les internes de médecine générale de réaliser prioritairement des stages en zone sous-dense. Cette obligation nécessite que nous allions beaucoup plus loin sur le nombre de terrains de stage disponibles et donc sur le nombre de maîtres de stage universitaires. Piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation et par le ministère des Solidarités et de la Santé, un groupe de réflexion, vous le savez, a été installé. Il doit aboutir à des propositions pour développer très largement la maîtrise de stage en médecine générale comme dans les autres spécialités. Des mesures seront mises en œuvre dès la rentrée prochaine. J'ai bien conscience que les stages en zone sous-dense peuvent représenter un surcoût financier pour les internes, voire parfois demander un véritable engagement. En 2018, une prime de 200 € a été mise en place pour ces stages éloignés. Dès lors que nous sommes dans la dynamique d'une augmentation du nombre de maîtres de stage, je souhaite que cette indemnité soit désormais portée à 300 € et que la condition kilométrique soit supprimée. Les déserts médicaux sont souvent plus proches qu'il n'y paraît. Je sais que de nombreuses questions se posent concernant la maquette de l'internat en médecine générale. Nous en avons parlé tout à l'heure, Madame la Présidente, notamment sur la durée. Je vous ai promis qu'on prendrait le temps qu'il faudrait et que ce temps, vous le définiriez avec nous pour discuter de l'allongement du DES à 4 ans. Ce qui est certain, c'est que ma conviction est faite, la médecine générale n'a pas à être une spécialité à part, qui serait moins disante que d'autres en termes de compétences à acquérir. Et donc, j'ai retenu votre demande de travailler avec mon ministère sur cette question dans des délais qui restent à définir. Je suis à votre disposition en la matière. Toutefois, les conditions ne sont pas totalement réunies pour le passage à 2020, c'est exactement ce que je viens de vous dire, écrit différemment. La montée en charge du nombre de terrains de stage ambulatoire constitue une condition sine qua non à cette évolution. Aussi, j'ai demandé à mes services la publication d'ici la prochaine rentrée d'une instruction sur les droits des étudiants hospitaliers. Ce texte devra naturellement être travaillé avec les représentants des étudiants. Je pense évidemment à Roxane Hélin-Joprost, la présidente de l'ANEMF, qui doit être dans la salle et que j'ai salué tout à l'heure. Au quotidien, un jeune médecin, un interne, fait face à des décisions et des situations qui peuvent être humainement difficiles. Cet apprentissage de la vie, de la souffrance, de la mort, est le passage obligé pour chacun d'entre nous. Cet apprentissage est suffisamment lourd pour ne pas y ajouter des conditions de travail déraisonnables. Plus de 20 ans après son obligation, je me souviens, j'y étais, le repos de sécurité après une garde n'est pas toujours respecté dans bon nombre de services hospitaliers. Plus de 10 ans après l'obligation d'une durée maximale de 48 heures de travail hebdomadaire, vous l'avez dit Madame la Présidente, cette limite n'est toujours pas respectée. Cela n'est plus acceptable, il y a eu trop de drames. C'est la raison pour laquelle, et dans le prolongement des engagements pris par Agnès Buzyn, je peux vous annoncer que tout le temps de travail effectué devra désormais être comptabilisé. Les demi-gardes seront ainsi reconnues et incluses dans le temps de travail hebdomadaire et donc rémunérées. Les commissions médicales d'établissement ainsi que les conseils des facultés de médecine devront faire un bilan chaque année du temps de travail des internes. Les hôpitaux et les universités devront en tirer les conséquences, notamment concernant les agréments de stage. De la même manière, et je n'ai pas de difficulté à le dire, vous m'avez posé la question, nous devrons construire ensemble un mécanisme de sanctions financières pour les établissements de santé qui ne respecteront pas le temps de travail des internes. Pas trop sourire. Si. Je me fais coacher maintenant.
Je vous écoute. Vous avez promis beaucoup de choses, de belles choses pour ces internes qui, on l'entend beaucoup, sont un peu à bout, ils travaillent beaucoup, ça devient dur à supporter, certains partent en burn-out. Qu'est-ce que vous avez proposé concrètement, allez-y, à tous ces internes qui, pour l'avenir, est-ce qu'ils travailleront moins? Alors, j'ai pas promis des choses, j'ai annoncé des choses. La différence entre la promesse et l'annonce, c'est que l'annonce, elle est effective quasi immédiatement, en tout cas pour la rentrée prochaine. Un respect du temps de travail hebdomadaire des internes. Il est fixé par la réglementation européenne à 48 heures. Dans de nombreux cas, c'était dit par la présidente de l'ISNAR, le syndicat des internes de médecine générale, ce temps de travail à 48 heures n'est pas respecté, et souhaite qu'il le soit, y compris en mettant en place des sanctions financières en cas d'abus. La reconnaissance aussi de tout le temps de travail qui est effectué en dehors des horaires de journée, pour qu'il soit à la fois intégré dans le temps de travail global et qu'il soit indemnisé à ce titre. Je souhaite aussi favoriser les terrains de stage, d'apprentissage de la médecine générale dans les zones sous-dotées, dans ce qu'on appelle ces fameux déserts médicaux. Et pour cela, j'ai annoncé une revalorisation des rémunérations des internes qui effectueront ces stages, ainsi qu'une prise en compte des frais kilométriques, de manière à ce qu'il n'y ait plus de contraintes matérielles pour effectuer les stages en zone sous-dotée. Mais sur le faire respecter... Et le respect, pardon, vous me posez la question du temps de travail, le respect strict du repos de sécurité. Ouais. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable que vous ayez des internes qui fassent 24 heures de garde à l'hôpital, qui travaillent 24 heures, dont souvent 12 ou 14 heures aux urgences, qui parfois, même souvent, n'ont pas le temps de manger, en tout cas pas le temps de s'allonger, et qui, le lendemain, doivent enchaîner encore sur l'activité. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas responsable, ni pour leur santé, ni pour celle de leurs patients. Donc le repos de sécurité est une obligation, et je la ferai respecter partout où elle ne l'est pas. Mais justement, comment vous faites pour faire face à ça, alors que, voilà, on l'entend parfois, c'est presque le double du temps réglementaire que ces internes travaillent. Comment, à part des sanctions, est-ce qu'il y a des moyens qui sont aussi mis en place en face pour soulager un petit peu les hôpitaux et les internes? Je vais travailler avec les doyens, avec les directeurs d'hôpitaux, les présidents de commissions médicales d'établissement, avec les enseignants qui participent grandement à la formation des internes pour regarder avec eux les conditions d'application. Mais je vous le dis, la règle s'applique. C'est pas assez compliqué de la respecter. Une règle, elle est faite pour être respectée. Et cette règle-là, elle est importante. Elle est importante pour la santé des étudiants, elle est importante pour la santé des patients. Je ne reviendrai pas dessus. Il y aura des contrôles? Il y aura des contrôles puisqu'il y aura des sanctions potentielles. Qui dit sanction dit contrôle. Sanctions qui n'existent pas à ce jour. Non, aujourd'hui, n'existe pas. On va concerter avec les syndicats étudiants, avec les doyens, avec les hospitaliers, pour trouver des moyens de sanctionner les comportements abusifs quand ils existent. Ce n'est pas la règle, encore une fois. La règle d'un interne, c'est qu'il apprend la médecine, il apprend son exercice futur. Il apprend tout en rendant énormément de services à l'hôpital, ou en médecine de ville lorsqu'il est avec un maître de stage. Les hôpitaux universitaires, les grands hôpitaux qui accueillent des internes, savent ce qu'ils doivent à leurs internes, et savent ce qu'ils doivent à leurs internes. Il faut en échange leur laisser le temps de se former. Le temps de se former, ça ne veut pas dire qu'on leur confie en plus des missions et qu'on leur dit qu'ils se formeront le soir à la maison. Ils ont le droit d'avoir des périodes d'apprentissage, ils ont le droit au repos, ils ont le droit à ne pas arriver éreintés au moment d'être diplômés de la médecine. Il faut qu'on leur donne envie d'aimer leur métier. Ils ont une vocation qui est fabuleuse. Ils ont passé des concours qui sont extrêmement difficiles. Ils ont un rythme de vie et d'apprentissage qui est extrêmement complexe et on leur dit en plus de s'engager dans une carrière longue, ou bien en ville, dans des déserts médicaux ou dans des hôpitaux dont on leur dit que c'est compliqué comme exercice. Si en plus on ne leur donne pas envie de continuer l'exercice de la médecine pendant leurs études, c'est pas normal. Donc on doit choyer nos internes, on doit choyer nos étudiants en médecine. Je ferai des annonces prochainement s'agissant des étudiants en médecine, ce qu'on appelle les externes, c'est avant l'internat. Je suis ministre aussi des internes et des externes. Il fallait que vous arriviez pour qu'on en arrive à ces mesures annoncées aujourd'hui? Pas du tout. Ces mesures étaient en préparation. Agnès Buzyn était une remarquable ministre des Solidarités et de la Santé. Elle a travaillé en étroite coopération avec l'ensemble des représentants des étudiants en santé. Et je vais vous dire, quand je suis arrivé au ministère, il y avait énormément de choses qui étaient prêtes, préparées, préannoncées, budgétées. Le boulot est bien fait et je m'inscris dans la continuité d'Agnès Buzyn. Et le but, c'est l'action? Le but, c'est l'action, oui, et ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Je vais avoir tout à l'heure un entretien avec le directeur général de la santé au sujet de la crise, la menace épidémique du coronavirus pour faire le point, sachant que des ressortissants français sont arrivés sur le sol français ce matin en provenance de Wuhan, qui est une zone rouge en Chine, c'est-à-dire une zone à risque. Je me tiens informé en permanence. Nous avons ouvert un centre d'hébergement dans le Calvados pour que ces personnes soient hébergées dans de bonnes conditions. Il reste à ce jour un patient hospitalisé à Lyon. Les autres patients sont sortis et il y a eu hélas le décès de ce patient chinois la semaine dernière. Il y a donc la crise du coronavirus. À l'heure à laquelle je vous parle, mon secrétaire d'État en charge des retraites, Laurent Pietraszewski, est au banc de l'Assemblée nationale en train d'essayer de faire adopter des amendements, ou en tout cas de faire examiner des amendements
face à une obstruction parlementaire qui n'a que trop duré et qui ne cesse de s'empirer heure après heure. Il y a aussi le dossier de l'hôpital public. J'étais hier soir toute la soirée avec les représentants du collectif Interhôpitaux et je suis en lien permanent avec eux aujourd'hui encore pour essayer d'arriver à sortir de cette crise le plus rapidement possible. Et puis cette visite sur le territoire de Saint-Étienne, la rencontre avec la médecine de demain, parce que la médecine de demain, c'est celle qui va nous soigner et on a besoin de la soigner. Et face à ceux qui pratiquent cette obstruction parlementaire, qu'est-ce que là, vous lancez sur un autre débat que les débats stéphanois. Moi, je trouve que la démocratie, elle passe. La démocratie doit passer. La démocratie, elle fonctionne sur une représentation nationale élue démocratiquement par la population. Lorsque vous avez une majorité parlementaire pour adopter un texte, vous prenez le temps de l'écoute, du débat, vous discutez sans tabou, et à la fin, vous votez. S'il y a une majorité pour faire adopter un texte, c'est que la majorité a été portée démocratiquement par la population pour le faire. L'obstruction, c'est empêcher de parler. L'obstruction, c'est empêcher de dire. L'obstruction, c'est empêcher de débattre. Donc l'obstruction, elle vise à empêcher la démocratie. Et moi, je suis un démocrate. Oui. Une dernière question peut-être sur la santé. Dehors, il y a des manifestants actuellement. Ils sont là, la CGT, la CFDT. Pendant qu'on parle de la médecine générale, eux demandent des moyens supplémentaires dans les hôpitaux parce qu'il faut faire face à l'urgence. Vous ne pouvez pas leur répondre tout de suite, vous ne pouvez pas être dehors pour leur répondre, mais qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces gens qui manifestent dehors? Je leur dis que, je n'oppose pas médecine libérale, médecine générale et hôpital, que je suis le ministre de la médecine libérale et le ministre de la médecine hospitalière, et que je suis en train de faire partir une lettre de 2 pages à destination du monde hospitalier, avec un certain nombre de propositions qui, je l'espère, permettront de trouver des solutions efficaces et rapides pour pouvoir sortir de la crise et travailler ensemble en concertation. Il va y avoir la reprise de dette des hôpitaux. Je me suis engagé à ce que cette reprise de dette, elle soit analysée dès la fin du mois de mars, qu'elle soit rendue publique par établissement dès le mois de juin et que l'ensemble du monde hospitalier puisse être associé à l'usage qui sera fait de cet argent. Je peux vous dire que ça va représenter à peu près 1 milliard d'euros en plus par an pour l'hôpital. C'est une somme qui est importante, c'est une somme qui est nécessaire, c'est une somme qui était attendue et j'espère qu'elle permettra de sortir de la crise.